Eh bien, salut Chloé, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec toi aujourd'hui pour passer ce petit moment, on va dire, en interview. Beaucoup de choses à se raconter. Donc d'abord, merci d'être là. Alors, d'abord, salut Philippe, bonjour à vous aussi. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça fait un moment que je voulais qu'on fasse aussi cette interview parce que moi aussi j'ai des questions à te poser et je me réjouis de passer ce moment avec toi. Excellent. Je profite aussi de te remercier et je crois que je parle au nom de plusieurs personnes sur la toile et pas seulement aussi des gens qu'on a en commun comme amis et comme soutien. Te remercier pour tout ce que tu fais, ton engagement qui est assez incroyable sur différents plans. D'une part de ta position de militante, acharnée même je dirais, qui prend beaucoup, qui a beaucoup d'énergie au fait à donner en ce qui concerne cette thématique qui m'intéresse beaucoup, le nouveau paradigme, cette transition que le monde est en train de vivre, encore plus en ce moment où les choses s'accélèrent. Là, on vit vraiment un moment qui s'y prête complètement et moi je voulais te remercier aussi parce que tes chansons, ton engagement, ton énergie, ta lumière, ça me nourrit d'une façon dont tu n'as même pas idée, quoi. Ça me fait toujours du bien de te voir. Et bien venant de ta part, c'est un sacré compliment, donc merci beaucoup pour ça. C'est largement mérité. Alors au fait, par où commencer, vu qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait discuter? Alors on pourrait parler de comment on s'est rencontrés déjà. Tout à fait, effectivement. Ça remonte à quoi, à peu près un an? Un peu plus d'un an parce qu'on s'est vu la première fois au mois de mai, probablement après la vidéo de Dieudo. Oui. Et on s'était déjà contacté sur Facebook quelques mois avant. Et tu m'avais déjà envoyé tes chansons, je me souviens. Tout à fait. Dont la chanson sur les gilets jaunes, effectivement. Exactement, ouais. Entre autres. Aussi une chanson sur l'un de nos humoristes préférés, je dirais. Exactement. Un petit hommage que je lui avais rendu. Effectivement. Et puis depuis, j'apprends à te connaître, surtout je suis ton parcours, tous tes engagements, aussi les petits et même les grosses tribulations par lesquelles on a essayé de te faire passer, mais malgré tout, tu es toujours là. Je tiens bon et ça me renforce à chaque fois en fait. Donc merci à eux, merci à tous les gens qui me mettent des bâtons dans les roues parce qu'après, je m'en sors encore mieux en fait. Merci aussi à tous ceux qui ne nous encouragent pas parce que quelque part ça nous encourage. C'est ça. Et puis justement en fait en parlant de ces petites tribulations, toi tout a commencé un petit peu on va dire avec ton activisme, ton militantisme. Oui. Parce qu'il faut rappeler peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas que tu es prof de maths. Oui, j'enseigne les maths au cycle d'orientation donc à des ados. Et j'adore mon métier, j'adore mes élèves. Et puis ce que j'aime avec les ados, les adolescents, c'est qu'ils sont sans filtre. Ils sont complètement en contact avec leurs émotions. Ils ne sont pas encore formatés, donc j'ai l'impression d'avoir encore un rôle. Je peux leur faire aimer les maths, on peut avoir des débats honnêtes avec ces émotions qui sont souvent fortes, mais dans lesquelles je me reconnais complètement. Donc c'est un environnement qui est très porteur pour moi. J'aime beaucoup. Contrairement aux adultes qui sont parfois pris de cette maladie du sérieux. Parfois la maladie du sérieux, la peur, le formatage, le conformisme. Et effectivement, j'ai beaucoup de plaisir avec des personnes qui n'ont pas tous ces vices, toutes ces dérives en eux, avec qui on peut vraiment être naturel. Effectivement, mais malgré tout, que ce soit face à un ado ou face à des adultes, tu restes toi naturel. Alors ça oui, c'est vrai que c'est un défaut ou une qualité, mais c'est vrai que je ne sais pas être différente de qui je suis. Donc, je pense que ça plaît beaucoup, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu. D'après les retours que j'ai autour de moi, c'est ce qui plaît. Au fait, ta franchise, ton honnêteté, le fait que justement tu sois sans filtre et que tu n'aies pas cette peur que beaucoup ont, on partage cette peur, toute l'humanité partage ces peurs, mais toi tu sembles les surmonter, au fait les affranchir. Non mais c'est même pas que je les surmonte, c'est que je les comprends pas, enfin, je vois pas où est la peur là-dedans. Pour moi le plus simple c'est d'être moi et j'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, qui m'ont entravé, mais ça m'a justement aidé à développer ce côté d'assumer d'être moi en fait, parce que je me dis que les gens qui nous aiment pas, tant pis, et puis qu'on soit de soi ou qu'on joue le rôle d'un personnage, il y a toujours des gens à qui ça va pas plaire, donc autant être soi, être bien dans sa peau, assumer ses pensées et ses valeurs, et ça me permet de bien dormir la nuit, ça me permet d'être bien avec moi-même et puis de pas avoir d'efforts à faire en fait, c'est le plus simple.
tout à fait. C'est vraiment le plus Mais simple. c'est simple quand tu l'exprimes. Mais je sais que pour beaucoup de gens qui nous regardent et plein de gens aussi, même dans mon entourage, etc., c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple. Surtout quand on pense aux thématiques que tu abordes, parce qu'il s'agit de thèmes très piquants, je dirais, où souvent les réactions sont très vives, très fortes, parfois violentes, parce Ouais. qu'au fait, encore une fois, la peur dirige la plupart des êtres humains, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais clairement, la transition qu'on est en train de vivre fait évoluer aussi ça. Est violente, Elle est violente, hein, donc ça pousse. elle nous ménage pas, donc je C'est pense clair. que c'est le moment d'être au clair et d'oser se dire les choses. Mhm. Et toi, justement, si on repense à ton parcours, les moments, en fait, on va dire, de ces derniers temps, suite à ton engagement, les moments un peu plus difficiles que tu as vécu, d'après ce que j'ai compris, ça a commencé, enfin, une des grosses étapes, c'était déjà à l'école. Si je Alors comprends non, bien. en fait, bizarrement, c'est pas la plus grosse épreuve que j'ai eu à vivre parce que j'en ai accumulé tellement depuis que je milite. Ça fait 8 ans que je milite et ça fait 5 ans que je m'en prends quand même bien dans les dents. Et celle-là, cette dernière épreuve, je l'ai mal vécue au début et puis très vite, dès que j'ai eu cet avocat providentiel qui m'a été amené par l'univers, je sais pas, par cet ami journaliste, eh bien j'ai pu me relâcher, me mettre dans les bras, dans les mains de cet avocat qui n'avait peur de rien et du coup ça m'a mis en confiance. Tu veux nous relater Et un peu ouais, cette étape? volontiers. Parce que moi, je pense que ça vaut la peine d'être expliqué. Ouais, c'est Euh, vrai. Alors, je ne suis pas la seule qui ait vécu ce genre de mobbing, hein, c'est du harcèlement moral, hein, osons les mots. Cette convocation dans le bureau de mon directeur, à un moment donné, pour la lecture d'un courrier qui me signifiait un entretien de service. Donc c'est un entretien qui devait mener à une sanction. Et donc mon directeur me lit ce courrier, qui était une succession d'accusations sur des faits flous. Tu vois, des arrivées tardives de 3 minutes il y a 4 ans, le fait que je m'adresse au conseiller d'État sur Facebook, le fait que j'ai fait une vidéo avec Dieudonné sur la monnaie. Donc là, j'ai Et l'impression donc, que c'était une grosse étape, cette vidéo. ça, c'était le point central du Comme il dirait, courrier. c'était une échappée. Quand j'ai lu ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ah, c'est ça en fait qui coince ». Et puis, foncièrement, il n'y avait aucun fait lié à mon métier, lié à mon attitude, qui était répréhensible et qui était même identifié dans le courrier. Parce que c'était que des phrases comme ça générales en disant oui, alors Dieudonné a été condamné, blablabla, mais c'est pas mon problème, enfin c'est pas moi. Et le fait de côtoyer quelqu'un ne fait pas de moi une criminelle. Donc en fait, ils n'ont rien sur lesquels m'attaquer. Faut croire que oui aujourd'hui. Apparemment, alors si c'est ça la société dans laquelle on est, alors il faut peut-être se poser des questions. Ouais, mais je pense que justement cet exemple montre bien un petit peu, on va dire, les principes démocratiques de notre société. Et puis un des éléments à rappeler, c'est-à-dire que soit ton directeur t'a convoqué pour te faire lire cette lettre, pardon, mais ça a quand même été initié d'un niveau plus haut, d'après ce que j'ai compris. Ça a été complètement initié à un niveau plus haut, puisque c'est la CICAD, la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, soi-disant, parce que bon, c'est plutôt eux qui me diffament en l'occurrence, qui ont écrit à la conseillère d'État en disant que Chloé Framery avait tenté d'importer le mouvement des Gilets jaunes en Suisse. Alors je n'ai rien importé du tout. Et comme je l'ai déjà dit, c'est très flatteur, mais ce n'est pas moi. On est plusieurs sur le coup. Et puis on n'a rien importé, on a simplement développé un mouvement qui n'existait pas pour faire valoir des revendications d'ordre démocratique, d'ordre judiciaire, enfin à propos des corruptions, de la création monétaire, enfin de plein de sujets qui dysfonctionnent chez nous comme ailleurs. Et puis c'était présenté comme si on importait un produit dangereux, tu sais, comme des drogues qu'on passerait, alors que les drogues, elles, passent plus facilement. Alors elles n'ont pas de problème à passer, cela dit en passant. Mais surtout qu'on avait organisé la chaîne humaine le 31 août pour dénoncer une nouvelle fois les violences policières en France et faire respecter le droit de manifester. Et ça s'était très bien passé. Donc même les Gilets jaunes en Suisse n'ont jamais eu la moindre chose à se reprocher, disons. Et puis à la fin de ce courrier, il était mentionné que je m'affichais publiquement avec Dieudonné et qu'il fallait veiller à régler cette histoire. Mais tu sais, très flou comme ça. Et donc la conseillère d'État a répondu 3 ou 4 jours après qu'elle veillerait à faire ce qu'il faut. Et puis 6 mois plus tard, j'étais convoquée pour un entretien de service. Malgré qu'on ait l'habitude, hein, toi et moi et plein d'autres dans notre cas, moi ça continue à m'halluciner au fait, parce que quand on résume le mécanisme qui se passe, c'est-à-dire que tu fais une vidéo avec Dieudonné,
tu t'engages d'un point de vue, d'une manière très militante sur plein de thématiques. Et là, c'était sur la monnaie, la création monétaire, parce que justement, monétaire. ils n'en parlaient jamais, donc moi, je tenais donc, le nerf de la guerre, j'ai envie de te dire. Oui, complètement. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que une association soi-disant antiraciste contacte donc des conseillers fédéraux, donc des politiques dans les plus hautes instances suisses, pour en fait, pas fédéraux, conseillers d'État. Conseillers d'État, pardon, donc au niveau cantonal, ouais. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que il mandate ton directeur pour pouvoir au fait t'intimider. Si c'est ça. En fait, c'était une tentative, à mon avis, d'intimidation. Et j'aurais attendu de la part de mon directeur un soutien à ses enseignants, un minimum, qui me parle avant, que je puisse me préparer. Et en fait, il n'y a rien eu de tout ça. Je dirais comme un bon exemple de ce genre d'esclave soumis. Il ne fait que se soumettre, on va dire, aux directives, peu importe le sens de tout ça. Exactement. Ou le manque de valeur dans tout ça. Lui, il s'y plie complètement, encore une fois, par la peur, j'imagine. Oui, et surtout qu'ils n'avaient rien à me reprocher dans mon métier. Et avoir des personnes qui s'impliquent comme je le fais, je pense que ça mérite un soutien plutôt qu'une disqualification. Le soutien, je pense que tu l'as eu, pas de la part de ces personnes, ce qui est encore une fois même bienvenu, je dirais, de ne pas être soutenu par ces personnes. Au contraire, ça nous encourage. Mais le soutien, tu l'as eu de plein d'autres personnes. Oui, en fait, l'effet n'a pas été celui qui a été prévu, je pense, par ces personnes-là. Et justement, ça me donne envie de rebondir sur ta situation. Parce que tu as vécu aussi des choses du même ordre dans un métier qui ne te correspondait pas. Et j'aimerais bien que tu nous en parles aussi. Tout à fait, toute mon histoire tourne autour de ça. Depuis que je fais de la musique, j'essaie de mettre en mots et en chansons mon histoire, qui est au fait assez simple à résumer, que tu connais bien, mais volontiers je répète tout ça. Au fait, j'étais dans un métier qui ne me correspondait pas du tout, qui même, je dirais, continuait à participer, on va dire, à la dégénérescence globale, que ce soit pour les humains ou pour la planète. Alors plus précisément, je travaillais dans une banque. J'étais directeur commercial d'une banque de trading, donc de trading financier. Alors je t'avoue, comment ça se fait que je suis arrivé dans ce domaine? Simplement parce que j'étais totalement conditionné, drivé comme on dit par le rêve américain. Au fait, on va dire que mon endoctrinement, mon conditionnement me poussait à me mettre dans un métier lucratif, pour se protéger, on va dire, des jours noirs, comme diraient mes parents. Mais encore une fois, drivé au fait par la peur. C'est-à-dire que je n'avais aucune passion, et même très peu d'intérêt pour ce domaine. Au contraire, moi je suis quelqu'un plutôt de communicatif, qui aime plutôt les gens, plutôt que de rester derrière un écran. Même si je gérais une petite équipe, c'est au fait l'équipe, les relations humaines qui m'ont permis de continuer ce métier aussi longtemps. Et évidemment, à travers ces nombreuses années dans le trading financier, à un moment, il y a eu un gros clash dans ma vie qui m'a poussé à tout remettre en question. Et suite à cette remise en question, s'en est suivi des recherches approfondies, non seulement sur moi-même, mais également sur le monde qui nous entoure. Tu veux bien parler de ce clash ? Parce que je pense qu'il y a des personnes à qui ça pourrait bien sûr. Alors moi, j'ai aucun souci à en parler. Au fait, tout a commencé avec le décès de ma maman. Et ça s'est suivi au fait avec le décès de mon oncle, avec qui j'étais très proche, à une année d'intervalle. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, quand on a commencé, on va dire, à mettre le pied dans l'engrenage, comme dirait notre humoriste préféré, dans ce système qui est la médecine moderne, on y était comme, je dirais, complètement conditionné et soumis, on va dire, à toutes les indications proposées par les médecins, cette fameuse clique des blouses blanches. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce que je connais aujourd'hui des médecins qui font un travail exceptionnel, qui n'ont pas peur de remettre en question le diktat imposé par Big Pharma. Mais donc, pour te dire, on a commencé donc cette aventure médicale en étant complètement, je dirais, à l'écoute et même complètement docile face aux indications aux indications des médecins. Et puis, au fait, après 1 ou 2 années de traitement, ça a été 1 année avec ma maman et puis 2 ans avec mon oncle, je dirais au fur et à mesure des traitements, puisque les traitements ne cessaient de changer. Toutes les 3 semaines, ils venaient nous proposer un traitement révolutionnaire. C'était des expériences en fait. C'était au fait des expériences. D'ailleurs, à moult reprises, on a dû signer une forme de décharge. Pour décharger le médecin de toute responsabilité. Tout à fait, vis-à-vis de tous les protocoles, comme ils disent, mis en place. Et donc, je t'avoue que lorsque ma maman ainsi que mon oncle sont décédés, d'une part, je me suis rendu compte que les traitements
n'avait pas été efficace. Donc là, ça a quand même commencé à me faire poser quelques questions. Et d'autre part, que non seulement il n'était pas efficace, mais j'en étais presque convaincu au fait que c'était ces traitements qui avaient peut-être accéléré, je dirais, la dégénérescence des cellules, puisque c'est de cela dont il s'agissait dans ces cas précis, de mon oncle et ma maman. Et donc forcément, suite à cette grosse claque de la vie qui me pousse à remettre tout en question, j'ai voulu comprendre. Alors que je ne connaissais rien à la médecine, rien on va dire au monde sanitaire, j'ai commencé à m'intéresser à certaines organisations comme l'OMS. Je me suis intéressé à beaucoup d'études qui traitaient du cancer, etc. Et je me suis rendu compte que l'OMS, au fait, avait compilé tout un dossier monumental sur, au fait, les différents traitements issus de Big Pharma, comme on dit, de l'industrie pharmaceutique, et qu'il y avait à peine 2 lignes, pourtant très pertinente, sur tout un groupe de personnes qui n'étaient jamais, je dirais, qui n'avaient jamais connu ce genre de maladie, certainement parce qu'elles avaient l'habitude de manger une gousse d'ail par jour. Alors, forcément, quand c'est juste un exemple très caricatural qui illustre au fait ma surprise, mon choc même, je dirais, quant à l'hypocrisie au fait dont faisait part au fait toute cette industrie. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, 10 ans plus tard ces épisodes, forcément après toutes les recherches, toutes les rencontres qu'on a faites, tous les médecins, on va dire, non alignés avec qui j'ai pu discuter, j'ai beaucoup compris. Beaucoup évolué, j'imagine. Beaucoup évolué. Ça m'a poussé à me remettre en question moi-même complètement. D'une part, ma façon de vivre, mon métier, mais également mon alimentation, la façon dont j'éduque mes enfants, la façon de me comporter avec autrui, la façon de veiller à mon être intérieur, etc. Quand on a un bout de la ficelle, on tire, et puis il y a toute la flotte qui vient en général. Effectivement. Je pense comme toi aussi. Ouais, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, quelque part, il est plus possible au fait de s'arrêter. De revenir en arrière. Ou de revenir en arrière, encore moins, forcément. Tout à fait. Surtout quand on voit au fait tous les bienfaits que ça a eu aussi dans ma vie. C'est-à-dire que soit ça a commencé par une grosse souffrance, le décès de personnes proches, ce qui fait très mal, mais quelque part, ce mal a été transcendé pour aller vers quelque chose de bien plus beau. Et tu es résilient en fait, c'est ce qu'on appelle la résilience. Tout à fait. C'est de faire d'un obstacle qui paraît insurmontable une force. Mais complètement, et puis la résilience, c'est d'ailleurs tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans le domaine bancaire, mais plutôt dans Alors explique-nous justement, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Comment tu... Alors depuis, au fait, je me suis beaucoup intéressé au retour à la Terre, parce que, à mon avis, et je suis à mon avis pas le seul à partager cette opinion, le retour à la Terre, à une vie simple, est selon moi un des seuls moyens pour revenir à plus d'équilibre, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, et puis évidemment la planète. Donc forcément, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les formes de culture, ou je dirais d'agriculture, convenable et plutôt saine. Et donc il existe une multitude de choses. On entend beaucoup parler de permaculture, d'agroécologie, mais il faut savoir que toutes ces connaissances, toutes ces logiques au fait, c'est juste du bon sens que les peuples naturels, les peuples premiers connaissaient tout à fait. On en parlait encore avant. Et qu'on a étouffé. J'en parlais dans ma vidéo justement, que la Fondation Rockefeller, entre autres, a œuvré à faire taire. Donc il y a eu des gros financements pour que toute cette médecine naturelle, en tout cas dans les parties occidentales, ne puisse plus avoir cours. Tout à fait, tout à fait. Moi, je fais d'ailleurs beaucoup de parallèles entre la médecine et l'agriculture conventionnelle ou moderne intensive, puisqu'au fait, d'ailleurs, je me souviens de la citation d'un agronome un petit peu sur notre ligne, qui expliquait qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait dans la médecine moderne. Claude Bourguignon dit ça. Exactement, c'est Claude Bourguignon en l'occurrence qui dit ça. Tout à fait. Et puis la médecine moderne, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on entretient la maladie plutôt que de guérir les personnes. Ce serait beaucoup moins lucratif. C'est ça. On préfère les garder malades. Toujours se demander, moi c'est à partir de là que j'ai eu ces réflexions, à qui profite le crime? Tout à fait. Et où va l'argent? Et là on comprend beaucoup de choses. Alors, encore pour finir peut-être ma petite histoire, effectivement les premières années et même encore aujourd'hui, je me suis beaucoup intéressé, on va dire, aux causes de tous ces maux, de tous ces problèmes, parce que clairement il y a un manque d'équilibre et je me suis rendu compte qu'il était organisé. Ça. À travers l'exemple dont tu parles, effectivement, quand je me suis intéressé à l'agriculture, par exemple, j'ai découvert que c'était au fait l'industrie de guerre pétrochimique qui au fait s'était reconvertie
dans tout ce qui était, on va dire, traitement des plantes, hein, puisque chimique évidemment, c'était le parfait moyen en fait. D'écouler les déchets en fait de leur industrie. Exactement. Ouais. Et au fait, on continue de faire la guerre. On faisait la guerre, on va dire, avec les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après ça, lors de la Révolution verte, on a commencé à faire la guerre aux plantes, aux insectes surtout, tout à fait. Aux microbes, Pasteur. Aux virus. C'est toujours une histoire d'affrontement. Exactement. Donc alors que la vie, c'est pas ça du tout. Tout à fait. Et puis c'est très, très intéressant que tu fasses ce lien avec Pasteur, parce que ça aussi, ça a été, je dirais, un point clé, surtout quand il s'agit de mes enfants. Oui. Toute cette mentalité qui consiste à vouloir se protéger de peur, et tellement la peur est forte, on a même envie d'agresser. De faire la guerre préventive. La guerre préventive. Hein, comme les États-Unis. Tout à fait. Pas seulement en Irak. Exactement. Et vaut mieux prévenir que guérir, mais c'est vraiment détourné, je dirais, ce proverbe dans ce cas-là. Effectivement. Donc cette logique de guerre, moi j'ai décidé de ne pas la suivre, et au contraire de m'intéresser à tout ce qui était solution. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait les solutions étaient déjà là. Alors parlons un peu de solutions justement. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que en ce moment, moi j'aimerais bien que tu parles de ce que vous faites, toi et ta famille. Tout à fait. Alors c'est-à-dire que depuis après avoir quitté ce travail, avec ma famille, j'ai la chance d'avoir une femme qui partage aussi mes opinions. Les enfants, je t'avoue, n'ont pas vraiment le choix pour l'instant. Mais ils ont l'air de bien accepter en tout cas. Ils ont l'air de bien profiter. Au fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un peu des économies. Et puis on a acheté un camping-car pour pouvoir faire le tour, au fait, pas du tout le tour du monde standard, un voyage juste pour profiter des plages, mais surtout au fait un tour des alternatives pertinentes en ce qui concerne le monde de demain, ce que moi j'appelle le nouveau paradigme dans mon album. Et en l'occurrence, plus précisément, là il s'agit de fermes d'avenir qui proposent au fait aujourd'hui déjà des systèmes résilients, autonomes. Autonome, très important. Autonome, ça c'est vraiment le mot-clé, parce qu'aujourd'hui on est tellement dépendant, que ce soit pour l'eau, que ce soit notre alimentation, notre pensée, la pensée, la médecine. Je veux dire, on n'est plus du tout des êtres souverains. C'est ça. Et c'est vraiment le gros problème qui m'a paru évident de résoudre au plus vite. La priorité. Tout à fait. Donc concrètement, avec ce confinement, avec cette fermeture de frontières, avec ces mesures prises pour cette épidémie, alors le but était de faire ça. Ouais, forcément, on a dû s'adapter, hein, d'où encore une fois notre capacité à être adaptif ou adaptable, ouais, merci, ou résilient, encore une fois, puisque effectivement, on avait prévu de commencer par le sud de l'Europe, parce qu'on avait déjà réuni quelques adresses intéressantes, des contacts très pertinents à aller voir là-bas, et finalement, on se retrouve au sud de la Suisse, au sud de la Suisse, tout à fait, mais toujours à l'ouest de la Suisse, toujours avec comment dire, des perspectives intéressantes, puisque en Suisse aussi et partout au fait il existe ces lieux, ces personnes qui ont mis en place des alternatives, des solutions, une forme d'autonomie qui nous intéresse beaucoup, que ce soit pour notre alimentation, encore une fois, pour pouvoir potabiliser l'eau, ou encore simplement moins dépendre, on va dire, de toute la clique des blouses blanches, encore une fois, et de on va dire, de son mécène qui est Big Pharma. Exact. Donc au fait, tout ça nous pousse à rencontrer des gens exceptionnels, qui vivent simplement, mais qui semblent être 1000 fois plus heureux que tous mes anciens collègues. Qui sont dans des banques et qui ont un compte en banque justement bien garni. Tout à fait. Hein. C'est bien la preuve qu'une écriture informatique sur un compte en banque, ou même du papier avec de l'encre et des jolis dessins, ça ne fait pas le bonheur. Ça me fait penser à cette citation de Sitting Bull, un chef indien qui disait une fois que vous aurez pêché jusqu'au dernier poisson, que vous aurez, on va dire, dénaturé complètement la planète, vous vous rendrez compte que l'argent ne se mange pas. Effectivement. Donc là, ça fait 2 mois que vous êtes parti. Hein, ça fait 2 mois qu'on est parti. Déjà, en 2 mois, on a rencontré plein de gens exceptionnels. Et d'ailleurs, ces gens, on partage avec elles un point commun, c'est ce rêve qui est une utopie à la base, mais qui aujourd'hui se concrétise de manière réelle. C'est l'envie de s'établir dans un lieu sain. Donc sur un terrain. Sur un terrain, tout à fait. Le but étant de mettre en place différents systèmes qui nous permettraient d'être autonomes au niveau de l'alimentation. L'énergie aussi. L'énergie, tout à fait.
Exactement, l'autonomie énergétique est aussi clé. On se rend compte qu'un simple compost qui au fait chauffe à 60 degrés est une source Produit de la d'énergie chaleur, tout à ouais. fait, et donc pourrait être utilisé comme énergie. Mais je te passe d'autres exemples super intéressants. Mhm. Mais tout ça pour dire qu'au fait, avec ces personnes, on se rend compte que le but n'est pas de trouver un terrain et de s'isoler simplement pour que ma famille et moi soyons tranquilles à pouvoir manger nos aliments naturels, etc. Mais le but, c'est de créer des lieux de partage. Donc une sorte de ZAD, hein. Exactement. Alors aujourd'hui, la ZAD, malheureusement, je ne connais pas assez de personnes. On peut lancer un appel, hein, C'est d'ailleurs le but. parce que moi aussi j'ai envie de rejoindre ce projet. Complètement. Et bien, Ouais. il y a plein de personnes en fait qui seraient prêtes à rejoindre ce projet, mais qui se sentent encore attachées ou, je dirais, Des valeurs matérielles. tout à fait, d'une part, mais aussi la peur, encore une fois, joue un grand rôle. Sortir de la zone de confort. Beaucoup sont soumis à des crédits, ont des obligations X ou Y, donc ça leur paraît difficile de se libérer de tout ça. Moi aujourd'hui, j'essaye à travers mon exemple de leur donner un peu de courage, leur montrer que c'est possible, puisque moi j'essaie... Rappelle-nous justement ta démission, parce que c'est ça la clé de voûte du changement vers le nouveau paradigme. Effectivement, on en a fait une vidéo justement un petit peu comique, illustrée avec une petite avec histoire des moutons, de mouton. Des masques de moutons. Le mouton qui s'émancipe, effectivement, qui n'a plus peur, qui soit a fait un petit peu d'économie pour pouvoir avoir un petit peu de marge de manœuvre, puisqu'aujourd'hui on est carrément encore soumis à l'argent malheureusement, mais le but étant de s'en émanciper le plus possible. Et donc tout a commencé avec une démission un petit peu folklorique, assez, je dirais... Elle était incroyable cette démission, parce que tu m'as montré la vidéo où tu appelles ton boss, ton patron, et il bouge pas une oreille. Tu lui annonces que tu vas démissionner et que tu en as marre de ce bullshit job vicieux. Exactement. Et lui, ok, pas de problème. Je vous appellerai pour vous dire la suite. Comme si tu lui avais annoncé que tu allais prendre 2 jours de congé, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais lui joue aussi ce rôle. Alors je ne le vise pas personnellement, puisque malheureusement dans ce domaine et dans beaucoup d'autres domaines, dans ces métiers des services, beaucoup de personnes jouent un rôle et ne sont pas elles-mêmes. On aurait dit un robot en fait. C'est ça. J'ai l'impression que c'était pas un humain. C'est-à-dire qu'à force de jouer ce rôle, quelque part, tu automatises certains réflexes en toi et tu deviens un peu robot, et donc il y a beaucoup moins de place pour la vie. Alors, c'était un des points que je voulais justement illustrer dans cette vidéo, cette réaction complètement déshumanisée, totale, un robot, comme tu dis, c'est clé. Et puis ensuite, le but était de montrer qu'on pouvait s'émanciper de son appartement, des différentes obligations qu'on peut avoir. De son salaire. De son salaire, tout à fait, à partir du moment où on retrouve un petit peu d'autonomie. Effectivement, si on est dépendant encore des supermarchés pour s'alimenter, forcément il va falloir passer, donc trouver de l'argent, et donc offrir des heures à un employeur, des heures de vie à un employeur en échange. Retomber dans le même système finalement. C'est ça. Et souvent pour des salaires complètement ridicules, qui en plus nous permettraient d'acheter de l'alimentation empoisonnée. Non mais c'est ça en fait. Donc ça n'a plus de sens en fait, ça tourne en rose et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc le but c'était de sortir totalement de ce système. C'est ce qu'on est en train de faire. On réunit de plus en plus de personnes autour de nous qui sont de plus en plus motivées à franchir le pas. Aujourd'hui, même si on achète un terrain en collectif, même s'il s'agit d'un petit groupe de personnes, le but c'est de l'offrir en partage à toutes les personnes qui seraient motivées au fait par ce nouveau paradigme, cette bienveillance entre les êtres humains qui est en train de se mettre en place, évidemment, encore une fois, auprès d'une minorité sur la planète. Mais je pense que cette minorité est de plus en plus forte. grandit de jour en jour. Et elle grandit, tout à fait. Donc voilà l'appel au fait que je profite de passer à toutes ces personnes qui sont motivées de nous rejoindre dans notre projet pour un retour à la Terre, un retour à une vie simple et saine. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous ou à nous contacter, parce que forcément il y aura de quoi discuter. Et construire ce nouveau paradigme ensemble. Tout à fait, je pense que la transition qu'on vit en ce moment montre bien... Elle est historique, elle est inédite, et à mon avis elle est passionnante. Alors justement, on parlait beaucoup de peur. La peur revient un petit peu comme le blocage principal au fait, vers l'émancipation. Et justement, en ce moment, on voit bien qu'elle est utilisée et instrumentalisée à tout bout de champ. Que ce soit par ceux qui sont pour, par ceux qui sont contre. Et donc on a du mal un petit peu
à voir où tout ça va nous mener. Ce qui est sûr, c'est qu'on semble voir une énorme manipulation dans tout ce qu'on nous raconte en ce moment. Oui. Justement, il y a des contradictions dans les chiffres, il y a des contradictions dans les mesures à prendre, dans les pays qui confinent pas, il faut des masques, il ne faut pas des masques. Et puis finalement, on voit qu'il n'y a pas de grande différence entre les pays qui confinent et les pays qui ne confinent pas. Et que l'essentiel des dommages, des morts, se trouve dans les pays les plus industrialisés. Donc on peut se poser la question alors ça, c'était justement une grosse du question. bien fondé de nos sociétés. Tout à fait, parce qu'au fait, pour rappeler à tout le monde, Chloé, toi, ça fait un petit moment que tu fais des vidéos qui traitent un petit peu de cette Disons que crise. depuis que je ne suis plus sur Facebook, parce que je me suis fait donc épingler et puis mettre au pas, on va dire, intimider plutôt, j'ai fait des vidéos sur YouTube, du coup. Et puis j'avais fait cette vidéo devant le bâtiment de Gavi, donc l'Alliance pour la vaccination globale. Parce qu'elle était pas loin de chez moi, voilà. Et puis elle a fait le tour de Facebook, malgré moi. Elle a fait le tour, là c'est le cas de le dire, puisque d'une part il faut rappeler que 2 jours après cette vidéo a été censurée sur YouTube. Moins de 2 jours après, sur ma chaîne, elle a été supprimée parce que ne respectait pas les standards, les fameux standards de la communauté. On ne sait pas ce que c'est que ces standards. On ne sait pas quelle est cette communauté. C'est les mêmes standards et c'est la même communauté qui a fait que ta vidéo avec Tal Chaler a été supprimée. Tout à fait. Hier, c'est ça? C'est la nouvelle du jour, au fait, en me réveillant ce matin. Ou ce matin, voilà. Tout à fait. Et donc cette vidéo, elle a fait le tour plus que le tour, puisqu'au fait, je voyais sur... C'est-à-dire que malgré la censure, encore une fois... Non, c'est grâce à la censure. C'est grâce à la censure. Plus ils nous censurent, plus on se dit « Ah, c'est quoi? On va aller voir ce que c'est. » Donc ça a eu l'effet inverse. Donc en fait, merci. Merci YouTube. Merci les GAFAM. Parce qu'il faut le dire, cette vidéo a déjà tourné il y a eu plus de 2 millions de vues, je crois. 2 millions entre 1,5 million et 2,7 millions en tout cas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas vu tous les comptes. Et puis, ce qui est énorme. Ce qui est incroyable. Donc encore une fois, la censure, on le voit bien, donne l'effet inverse en fait. Incroyable. Ouais. Et donc cette vidéo, tu t'es pas arrêté là, malgré la censure. Au contraire, grâce à la censure, ça m'a boosté. Moi, le problème, c'est que plus tu m'empêches, plus j'y vais, quoi. Donc continuez comme ça les censeurs. Et puis donc tu as enchaîné avec une vidéo qui faisait le point sur les chiffres, les vrais chiffres, les faux chiffres. Il y avait la 5G, puis ensuite une vidéo sur les chiffres. Après j'ai fait des lives, deux lives avec 2 personnes différentes sur 2 chaînes. Sylvano Trotta, c'était avant-hier. Mais il y a de plus en plus de monde qui s'éveille. Tout à fait, alors j'en profite pour vous recommander toutes ces vidéos avec un contenu super instructif. Donc pour toutes les personnes qui cherchent à en savoir un peu plus, sur YouTube, vous trouverez facilement Chloé F avec toutes les vidéos qu'elle a fait. D'ailleurs, je reviens sur... on mettra le lien. Avec plaisir, tout à fait. Non, et puis alors, je recommande chaudement toutes les chansons de Philippe Koubiak, Koubiak avec un K, qui sont des remèdes, des antidotes à la dépression. Moi, dès que j'ai un petit coup de mou, j'en ai plus tellement, mais je la mets dans la voiture, je les mets dans la voiture à fond, et là, alors, je suis... au Nirvana, quoi. Non, elles sont géniales, ces chansons. Tu me fais plaisir venant de quelqu'un aussi engagé que toi. Non, mais tu l'es tout autant, Philippe. Magnifique. Et donc, pour revenir sur cette vidéo, la dernière vidéo qui faisait le point sur les chiffres et toutes les données un petit peu qu'on nous sert dans les médias, il y a un truc, tu l'as évoqué à l'instant, moi qui m'hallucine et que je ne comprends pas. Alors, un moment, tu mentionnes que des pays comme le Cambodge, le Vietnam... Le Laos et le Vietnam, ont 0 mort. Ont 0 mort. En Afrique aussi, il y a plein de pays qui n'ont pas de mort du tout. En Afrique aussi, il y a plein de pays qui n'ont pas de mort. Alors qu'au fait, d'après moi ce que je sais, on appelle ces pays des pays en voie de développement, même parfois des pays du tiers-monde. Et donc, il y a comme une incohérence. Bonjour à toi. Coucou, tu viens nous rejoindre? Donc les chiffres, tu disais, avec... en Asie, comme en Afrique, il y a des pays où il n'y a pas du tout de morts. Et par exemple, en Afrique, au 30 avril, il n'y avait que 1600 morts sur 1,2 milliard de personnes. Voilà. Alors, moi, c'est un point que j'aimerais un petit peu souligner parce que je t'avoue, je dois être un peu simple d'esprit peut-être. Je ne pense pas. Mais je t'avoue que ça m'intrigue parce qu'au fait, j'ai eu l'habitude toute ma vie d'entendre ces pays être qualifiés de pays du tiers-monde, pays en voie de développement, pays qui avaient du mal, qui avaient des très mauvais systèmes sanitaires et de santé, etc., etc. Et donc, on se rend compte aujourd'hui que finalement, ce sont les pays les plus développés
entre guillemets, oui, tout à fait, qui ont le moins bien géré la crise. Et oui, Donc, encore une fois. Mais tu sais, c'est l'inversion des mots. On dit aussi que ces pays sont pauvres. Or, ils ont toutes les richesses du monde, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les minéraux, tout à fait. toutes les Tout à ressources fait. en fait dont on a besoin pour vivre. Bah, quand Et on nous, pense à l'Afrique, c'est ça, c'est l'Afrique c'est notre grenier, on va se servir. clair. Ouais, ouais. Chez nous, qu'est-ce qui pousse? Est-ce qu'on pourrait être autonome chez nous sans tous ces pays qui sont soi-disant sous-développés et qu'on pille à longueur de, de spéculation, tout à fait, tout à de fait. multinationales qui s'y installent, etc. Complètement. Alors aujourd'hui, avec notre mode de vie, la réponse est clairement non, ça c'est clair. On n'est pas du tout autonome si aujourd'hui on ne pouvait plus se fournir dans notre stock que sont les pays du Sud. Clairement, Les pays que moi j'appelle les pays riches en fait. tout à fait, tout à Nous fait. on dépend de ces pays-là. Riches, mais, Et on mais les exploite. c'est ça, mais totalement exploités. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de la population occidentale qui est l'esclavagiste, mais plutôt, encore une fois, les multinationales, Voilà. les banques et une élite, au fait, qui bénéficie de tous ces avantages. De tous ces avantages et qui bénéficient aussi des crises, qui se sont enrichis à chaque fois qu'on a eu un événement choc, une crise financière, cette crise du Covid. La spéculation est toujours bonne à enrichir les déjà trop riches en fait. Alors là aussi, ça me fait penser à un élément assez surprenant, puisque cette crise, quand elle a débuté fin février, a fait plonger les marchés financiers de 30%, mais 20 jours après, je dirais cet effondrement de 30% a été compensé par une hausse de 25%. Donc Tu vois bien. on se rend bien compte que malgré toutes les personnes qui sont parties au chômage partiel, toutes les sociétés qui ferment, moi j'entendais parler à un restaurateur qui a dû s'endetter de 100 000 francs suisses pour pouvoir continuer son activité de restaurateur durant cette période où évidemment il ne pouvait plus recevoir de clients. Ouais. Lui risque de mettre la clé sous la porte, mais les marchés boursiers, eux, continuent à engranger. Donc les grands acteurs financiers s'enrichissent et les PME, les indépendants, les petites entreprises coulent. Et en fait, c'est ce qui, je pense, c'est ce qu'ils veulent, parce que comme ça, tous ces gros groupes peuvent reprendre le marché une fois que toutes les petites entreprises sont éliminées. Donc encore une fois, une globalisation radicale, prédatrice qui fait la guerre, en fait. Encore une fois, c'est la logique qui est appliquée. C'est vrai. Les gros mangent les petits, c'est comme au Monopoly. Hein. Tu vois que quand tu commences à avoir des rues, ben, t'as la main mise sur tout le jeu. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'au fait, ces gros s'engraissent sur notre dos. C'est-à-dire juste parce qu'au fait, il y a cet élément crucial qui est la confiance. La confiance au fait des peuples envers ce système et les dirigeants. Mais en fait, on voit que cette confiance est en train de s'effriter et même s'effondrer de plus en plus. Il serait temps que la confiance s'arrête, effectivement, parce qu'on voit qu'ils nous manipulent et qu'ils nous raquettent, en fait. Hein. C'est nous qui devons payer les impôts pour compenser leurs mesures de confinement, d'arrêt de l'économie. Donc, c'est toujours pareil, hein, socialiser les pertes et privatiser les profits. C'est toujours la même logique, effectivement. Ça me fait penser aussi à cette phrase assez connue maintenant de Christine Lagarde. Je crois qu'elle était déjà à la Banque Centrale Européenne quand elle a expliqué lors d'une conférence de presse que demain, donc mot pour mot, dixit Christine Lagarde, demain on sera heureux d'avoir un travail plutôt que d'avoir une épargne. Oui, c'est juste. Donc encore une fois, une phrase peut-être tellement simple, on n'a pas l'habitude qu'elle met du temps à processer dans notre esprit, mais aujourd'hui, moi, je vois au fait que, et d'ailleurs, ça a déjà été mentionné par certains dirigeants de certains gouvernements, comme quoi les épargnes pourraient éventuellement être ponctionnées. Alors, ils en parlent depuis un moment et les lois sont en place. Hein. Ça s'appelle le bail-in. Chez nous, c'est depuis 2012 et puis en Europe, Union européenne, 2016. Il y a des lois qui sont prévues pour ponctionner l'épargne, en fait, les comptes en banque, qui ne sont plus à nous. Hein, ça aussi, on ne sait pas forcément, mais une fois qu'on met l'argent sur un compte en banque, il n'est plus notre propriété, il est dans le bilan de la banque, donc il appartient à votre... C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Tout à fait. Il appartient à la banque, donc si elle fait faillite, c'est terminé, et puis elle peut en théorie se servir. Effectivement, et encore une fois, ce système vicieux et perverse peut continuer à survivre simplement parce que les peuples lui font confiance. Et donc, il serait grand temps en fait de comprendre un peu tous ces mécanismes pour, d'une part, s'y affranchir
Et donc, pour revenir à cette phrase simple, cette fois d'une chanteuse que j'affectionne qui s'appelle Kenny Arcana, Oui. qui explique qu'au fait, ce système n'est rien sans nous. Au fait, sans nous, ils ne sont C'est rien. ça qu'on oublie parfois, c'est qu'on croit que cette clique, cette petite clique de personnes qui sont en fait un pourcentage minime a le pouvoir, alors qu'on est 10 000 fois, 100 000 fois plus nombreux, 1 million de fois plus nombreux, et qu'il suffirait qu'on se lève tous et qu'on arrête de se faire tondre. Ils ont le chiffre, ils ont les chiffres, et nous, on a le nombre, au fait. C'est ça. Mais il suffirait de s'en rendre compte, et au fait, puisqu'au fait, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. En fait, c'est exactement ça. Il y a une image qui me vient, que j'avais mis sur Facebook quand j'avais mon compte. C'était un cheval qui était attaché à une chaise en plastique. Et il ne bougeait pas, le cheval, parce qu'il croyait qu'il était bloqué par la chaise. Mais il aurait fallu qu'il fasse un pas pour se rendre compte qu'en fait, il n'y avait rien qui le bloquait. J'aime beaucoup cette image, parce que pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. À partir du moment où j'ai fait mon premier pas, tout s'est mis en place naturellement. Ouais. La vie a soutenu vraiment mes actions et continue à me soutenir aujourd'hui. C'est ce qui se passe pour moi aussi. Une fois qu'on arrête d'avoir peur, je crois qu'on est aidé en fait. Et puis on est ouvert au changement, donc ça se passe bien. On retrouve aussi notre force, force de vie. Quoi, notre clairement. force de vie, ouais. Excellent. Très intéressant tout ça. Moi j'aurais encore une petite question en fait, sur un point que tu as mentionné plus tôt qui risque d'intéresser beaucoup de gens. Vu qu'on parlait de loi et de vote, tu me mentionnais en fait une loi dont je n'étais pas au courant et je pense que le Sénat a voté, c'est ça? Oui, tout à fait. La loi du 4 mai, donc ça date de quelques jours, oui effectivement en France, hein, que le Sénat a voté mais que l'Assemblée nationale n'a pas encore ratifié. C'est une loi qui permet d'amnistier toute personne qui aurait pris des mesures, ou par rapport au Covid en fait, qui aurait pris des mesures qui n'étaient pas adéquates. Donc clairement ça permet de protéger le gouvernement. Et c'est une loi qui est rétroactive. Donc c'est une loi qui recouvre toute la période du Covid depuis les débuts. Donc il suffit qu'on reconnaisse à la fin que certaines mesures étaient inutiles ou dangereuses, pour que les personnes responsables ne soient pas inquiétées plus que ça, n'aient pas à rendre des comptes par rapport à ce qu'elles ont fait. Encore une fois, on est habitué à ce genre de magouille, mais je resterai toujours aussi choqué par leur culot, parce que si on résume le truc, il y a évidemment eu des mauvaises décisions qui ont été prises quant à la gestion des crises, cette crise, en tout cas en Europe et dans les pays occidentaux. Ouais. Et donc, pour en fait se protéger de leurs décisions et de leur mauvaise gestion, ils votent un texte de loi qui permet au fait de les amnistier complètement. Donc ça, c'est aussi un signe qu'ils ont des choses à se reprocher, parce que sinon, pourquoi ils voteraient une telle loi? On entend de plus en plus de gens, et même des stars, entre guillemets, des vedettes, faire leurs petites vidéos sur Internet. Il y a Vincent Lindon récemment, par exemple, très intéressant. Je pensais à lui, j'ai pas pu voir la vidéo, mais elle est très bien, moi je l'ai regardée ce matin. Super, on voit que de plus en plus de gens se lèvent et élèvent leur voix face osent parler, en fait c'est ça qu'il faut. C'est qu'on arrête d'avoir peur, y compris pour dire les choses qui ne vont pas, et ne plus avoir peur ni de la censure, ni des lois qui nous empêchent de parler. Et que si on le fait en nombre, on ne craint rien. Parce qu'ils ne peuvent pas couper toutes nos têtes. Voilà, pour moi, ce que tu viens de dire résume bien ce nouveau paradigme. D'une part, il s'agit de trouver un terrain, de devenir autonome, de pouvoir produire ce que l'on consomme. Mais il est aussi important, selon moi, de s'affranchir de nos peurs. Et c'est ce que tu viens de dire et d'expliquer maintenant. Donc merci Chloé. Merci à toi Philippe. Une grande joie de partager ce moment avec toi. Très ravie moi aussi. Et puis on se dit à bientôt. Et puis on se dit à tout de suite. Excellent. Reconversion, révolution, le monde est en reconversion, en pleine révolution. Reconversion, reconnexion, les consciences en reconversion, en pleine reconnexion. Comme moi qui reviens de loin, du rêve américain, j'étais comme piégé par la peur. Le malin jouait dans mon cœur, ne connaissant pas d'autre chemin à part celui de l'appât du gain. J'ai dû découvrir ce qu'était la mort pour comprendre que la vie valait de l'or. Et puis soudain, dans un magique instant divin, j'ai ouvert mes yeux sur l'essentiel, perdu le goût du superficiel. Alors témoin du conditionnement de l'être humain, je retrouve enfin mon potentiel et redécouvre le bleu du ciel. Reconversion, révolution,
Le monde est en reconversion, en pleine révolution. Reconversion, reconnexion, les consciences en reconversion, en pleine reconnexion. Comme toi qui entends ma voix, ressens mes mots. Au fond tu vois la force de ta foi, le souffle de vie qui respire la joie, même dans ce climat si froid où les cœurs sont en congélo. N'oublie pas de raviver ta flamme, que la glace fond pour laisser place à l'eau. Lorsque cette force tranquille et pure rallume ton cœur, ta dynamo. Quand le sourire traverse l'armure, quand l'ennemi redevient ton jumeau, alors que le retour à soi résonne comme un écho. Nos consciences vibrent et se mettent sur un, la chance de vivre de l'amour que l'on donne. Reconversion, révolution, les consciences en reconversion, en pleine révolution. Reconversion, reconnexion, l'être humain en reconversion, en pleine reconnexion avec lui-même, avec autrui, avec la vie. Reconnexion avec lui-même, avec autrui, avec la vie. Reconnexion, reconversion.